Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Contre-Attaque, le troisième de cette saison 2025. L'émission où on prend un petit temps pour se poser des questions, prendre du recul. On a fait la dernière fois le tour du monde et aujourd'hui on va se poser une question un petit peu différente liée à pas mal de constats qu'on peut faire par rapport à l'évolution du cyclisme actuel et notamment tout ce qui entoure les questions financières. Mais avant de vous présenter l'émission et de vous dire un petit peu plus précisément de quoi on va parler, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui pour m'accompagner, c'est déjà son deuxième contre-attaque après nous avoir apporté toute sa science sur les pays qu'on a traversés sur la dernière émission. C'est Nico. Salut Nico, comment vas-tu ? Bonjour Adrien, bonjour Simon, bonjour à tous. Merci d'écouter cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les émissions de Radio Fringale. Et moi, vous savez, le format contre-attaque, c'est mon format préféré. J'adore tous les formats de Radio Fringale, mais celui que je préfère participer, c'est celui-là parce que ça me permet de parler de deux des choses préférées dans les discussions que j'aime avoir, c'est-à-dire les questions de société et le cyclisme. Et le fait de pouvoir faire les deux dans contre-attaque, je suis toujours ravi d'être là et j'espère pouvoir encore en faire de nombreuses fois des contre-attaques durant cette saison. Bah écoute, ce sera avec plaisir. En tout cas, la liste de sujets est déjà longue, donc c'est pas ça qui manquera. Et tu l'as salué, à mon tour de le saluer pour son arrivée dans l'émission Contre-Attaque. On a le plaisir de l'écouter avec nous depuis le début de l'année. Salut Simon, comment vas-tu ? Salut Adri, salut Nico, ça va super et très content de faire ma première contre-attaque. J'espère qu'elle sera décisive, mais en tout cas, aujourd'hui on a un sujet extrêmement complexe à évoquer, donc voilà, j'espère qu'on sera tous les trois très bons pour un peu expliquer nos points de vue auprès des auditeurs. Oui, effectivement, parce qu'on va parler argent, messieurs. Donc forcément, c'est le sujet se complexifie, il peut cristalliser parfois, mais effectivement, ça nous semblait important de faire une émission par rapport à toutes les questions qui entourent le cyclisme au niveau financier. Alors voilà, l'idée c'est un petit peu de se poser la question, savoir si il faut mettre en place un salary cap, une limite budgétaire. En fait, le constat, il est clair à l'heure actuelle, c'est qu'on voit de très grosses différences entre les équipes les plus fortes et le reste des équipes World Tour, qui est quand même la première division mondiale. On voit des différences en course et il y a qu'à voir à quel point là, depuis le début de l'année, l'équipe UAE par exemple écrase tout et ces différences, elles sont parallèles avec les différences budgétaires qu'il y a. Il y a 3 équipes qui dépensent beaucoup plus que d'autres dans le World Tour. Si on prend les 18 équipes World Tour, il y a 3 équipes qui vraiment trônent aux alentours des entre en gros, c'est des estimations parce que c'est un des problèmes. Ouais, c'est dur de savoir. Aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas les chiffres exacts, contrairement à d'autres ligues où on sait au dollar près ou à l'euro près ce que les gens gagnent, ce que les sportifs gagnent, ce que les équipes dépensent. Dans le cyclisme, c'est un peu plus de l'évaluation, mais en gros, UAE, Ineos et Jumbo-Visma sont les 3 équipes qui dépensent entre 50 et 60 millions d'euros par année. C'est vraiment les 3 grosses équipes et d'ailleurs ça se voit dans les résultats parce qu'en général ça fait toujours partie des 3 ou des 4 meilleures équipes. Puis après il y a des équipes, on va dire, de milieu de classement en termes de dépenses qui sont entre 20 et 35 millions d'euros comme Soudal Quick-Step, Lidl Trek, évidemment Bahrain Victorious, Bora, etc. Puis après on a les équipes les équipes françaises, AG2R, Groupama, qui sont entre 20 et 25 millions d'euros à l'année de fonctionnement. Et puis à la fin évidemment les équipes qui ont les moins gros budgets du World Tour, c'est des budgets estimés entre 12 et 20 millions d'euros. Donc on parle d'Arkea, d'Intermarché, Wanty-Gobert, de Cofidis, voilà. Donc c'est à peu près pour vous donner. Donc en gros on a un facteur x3, voire pour Intermarché, qui est l'équipe la moins bien dotée, x4 de budget entre les grosses équipes, donc Jumbo, UAE, Ineos, et les moins bien
doter notamment les équipes françaises Arkea et Cofidis. Ouais, c'est ça, ouais, entre 2 et 4 fois plus de budget que les toutes petites. Donc merci Nico pour ces précisions au niveau des chiffres. Et ce qui fait plaisir au moins, c'est qu'on n'est pas les seuls à se poser ces questions, parce que l'UCI a annoncé l'année dernière travailler sur un projet de plafond budgétaire. Alors un petit peu sur des modèles qui peuvent ressembler peut-être à la Formule 1 ou à la NBA, mais ça on reparlera un petit peu plus tard, des modèles qui existent déjà dans d'autres sports, pour voir un petit peu ce qui est applicable au cyclisme. Et l'UCI a affiché le but, je cite, de préserver l'équité sportive en évitant des disparités excessives entre les équipes en termes de budget, parce qu'effectivement c'est ce qui est en train de se passer. Et un plan pour l'année 2026, donc la saison prochaine, serait en cours d'étude. Ils ont fait appel à un cabinet de conseil qui se nomme PwC, qui aurait présenté cette solution, le chiffre 7 à l'UCI, c'était l'année dernière. Des solutions qui ont été plus ou moins envisagées, même testées dans d'autres sports pour apporter une régulation financière. Et donc l'idée là, alors je sais pas où en est l'UCI dans son travail actuellement, mais c'est de travailler autour de ce qui serait possible de mettre en place avec les spécificités du cyclisme. Déjà, j'ai envie de vous donner la parole, messieurs, et peut-être toi, Simon, comme on t'a pas entendu encore, voir un petit peu ce que le sujet t'inspire et à quel point tu penses que c'est nécessaire de mettre rapidement quelque chose en place. Quand on voit les dernières saisons, notamment Visma en 2023, l'UAE en 2024, on voit quand même qu'il y a des fortes disparités entre les équipes. Donc je trouve que c'est important de débattre, ou du moins évoquer les différentes possibilités pour équilibrer les forces. Ça pourrait permettre de garder, voire de regagner en compétitivité pour certaines équipes. Et puis aussi de garder de l'intérêt auprès du public, parce que on voit déjà que certaines performances à répétition de Pogacar commencent à lasser le public. Donc il y a des problématiques financières, mais aussi médiatiques, je pense, qui sont importantes à traiter. Nico, de ton côté, la thématique te semble importante aujourd'hui? Et donc elle n'est pas nouvelle. J'aimerais quand même faire remarquer que cette thématique d'équité entre les équipes, elle date même d'avant les sponsors privés, puisqu'avant les sponsors privés, vous savez qu'il y avait des équipes nationales et des équipes régionales, l'équipe Bretagne, l'équipe de France, l'équipe de Suisse, l'équipe de Belgique, l'équipe de telle ou telle région de France et compagnie, telle ou telle région d'Italie, et que là, il y avait forcément déjà des disparités qui étaient dues à d'autres facteurs, et que la disparité entre les sponsors a toujours existé. Mais on va en reparler. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments et de complexité par rapport à un système pareil dans le cyclisme. Et c'est pour ça que c'est intéressant de poser la question, parce que la question ne se pose pas simplement en est-ce qu'il faut une forme de remise de règles au niveau de l'équité salariale et compagnie, ou un plafond salarial ou compagnie, ou un truc qui ressemble ou qui s'en rapprocherait pour le cyclisme ou non. La question ne se pose pas comme ça, et la réponse n'est pas forcément si simple. Donc il faut vraiment, moi c'est mon introduction de cette thématique, il faut vraiment bien tout sous-peser, ce que je pense une partie des dirigeants de l'UCI font, et peut-être une partie aussi des équipes, des dirigeants des équipes World Tour ou des équipes Continental Pro se posent quand ils font des réunions, on va dire dans des cercles fermés. Mais je tiens à dire, attention aux simplifications, et attention à genre, si on fait ça, ça va automatiquement faire ça, et il n'y a qu'à mettre quelle solution en place, puis ça réglera le problème. Attention aux simplifications, parce qu'on est sur un sujet qui est extrêmement complexe. Oui, comme bon nombre de sujets, on peut pas juste se dire il suffit de faire ça et puis on aura ça et puis merci, au revoir, et comme ça il y aura un coureur de chaque équipe aux 20 premières places oui, mais je le dis parce tout ira bien. Mais tu as raison, il faut le préciser. Je le dis parce que sur Internet, on a trop
tendance en ce moment à avoir des choses toutes simples. Alors forcément, cette émission va prendre un peu de temps. On vous remercie de l'écouter. Mais c'est important de le faire parce que des vidéos de 5 minutes telle solution, ça va apporter ça. Et puis ça, c'est super. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, machin. Je veux dire, c'est une façon de rabaisser le débat qui, à mon avis, ne sert pas notre sport ou la passion qui nous anime tous ici sur Radio Fringale et sur chez les collègues également. Et ben déjà pour commencer un petit peu plus dans le concret, on peut se poser la question en comparant un petit peu, alors comparer du moins en regardant ce qui se passe dans d'autres sports par exemple, et on sait qu'on parle de modèles par exemple dans la NBA avec un salary cap. Alors tu vas nous en parler, Nico. C'est pas quelque chose qui est simple, et c'est pas juste on bloque les salaires et puis tout va bien, et puis comme ça limite. Il y a pas mal de choses. Déjà la première chose, peut-être qu'on peut définir ce qu'est un salary cap, et puis d'où ça vient, comment ça fonctionne un petit peu. Ouais. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est un sujet que j'étudie depuis que j'étais au lycée, hein. Donc ça fait plus de 15 ans que j'étudie ce sujet, et je ne cesse de le travailler, et je prétends pas du tout être un expert. Simplement de rappeler déjà, premièrement, il faut savoir que cette notion de plafond salarial ou de salary cap, je rappelle que le cyclisme est quand même un sport largement européen, et on a dit européen de l'Ouest, et cette notion de salary cap et de plafond salarial est une notion qui nous vient des États-Unis, et anglo-saxonne de manière générale, mais surtout, ça vient de ce qu'on appelle les sports majeurs américains, donc la NBA, le basket, la NFL, le football américain, la LNH, ce qu'on appelle la NHL, la Ligue nationale de hockey, mais en français c'est la LNH, mais en anglais c'est la NHL, donc la ligue de hockey sur glace, et la MLB qui est donc la ligue majeure de baseball. Et ils ont également appliqué ce système à d'autres sports qui ne sont pas forcément des majors, ce qu'on appelle les majors aux États-Unis. Donc le football avec la Major League de Soccer, etc. Et aujourd'hui, on a vu ce système être de plus en plus exporté, ou en tout cas ces principes être exportés, et je pense que Simon nous en parlera, à des ligues comme le rugby, voilà, etc. Mais Simon nous en parlera peut-être plus tard. Pour expliquer ce que c'est un salary cap, c'est très simple. C'est très simple. Non, justement, c'est pas simple. Mais on va dire, pour résumer, pour simplifier, même si c'est pas simple, mais en essayant de simplifier, un salary cap, en anglais, donc un plafond salarial, hein, littéralement en français, simplement, c'est une enveloppe qui est décidée dans une ligue où il y a chaque équipe un plafond qui ne peut pas être dépassé. Alors, il y a deux grands types, après il y a beaucoup de systèmes différents, mais disons qu'il y a deux grands types de cap, de plafond. Il y a ce qu'on appelle le hard cap et le soft cap. Le hard cap, c'est très facile à comprendre. Si par exemple on dit que par équipe, on a dit avant les chiffres, vous ne pouvez pas dépasser 50 millions, c'est-à-dire que le hard cap, c'est au bout de 50 millions et $1, vous pouvez plus. Enfin, vous pouvez pas dépenser $1 de plus ou un euro de plus, mais j'utilise les dollars parce que c'est un système américain, mais voilà. Vous pouvez pas vous ne pouvez pas dépenser $1 de plus que les 50 millions. Vous êtes bloqué à 50,00 et vous devez vous démerder avec cette enveloppe-là. Un soft cap, comme par exemple c'est le cas en NBA, il y a des ligues qui ont un hard cap. Par exemple, la ligue de football américain, donc la NFL, hein, le sport roi par excellence aux États-Unis, a un hard cap de 255,4 millions de dollars en 2024. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépenser de 255,5. C'est interdit. Enfin, voilà, vous devez trouver un moyen de ne pas le faire. Sinon, vous avez des sanctions qui peuvent être graves. Enfin, voilà, c'est interdit. C'est vraiment c'est carton rouge. Quand vous avez un soft cap, par exemple, vous avez après ce qu'on appelle des amendes ou des processus de redistribution. Par exemple, une équipe peut, avec différents mécanismes, dépasser avoir une charge salariale de ses joueurs, de son effectif, qui dépasse, on va dire, ce qui est considéré comme le plafond. Mais comme c'est un plafond soft, il peut être dépassé, et il y a des mécanismes de redistribution. Par exemple, en NBA, les équipes les plus riches, ou en tout cas les équipes qui ont les plus gros effectifs et qui veulent jouer la gagne ou construire les plus grosses équipes, ont ce qu'on appelle une luxury tax, et donc c'est une taxe qui est établie en fonction de différents critères. On va pas revenir là-dessus, on est là pour parler de cyclisme, mais simplement de vous dire qu'après il y a un phénomène de redistribution où les équipes qui sont les franchises qui sont considérées comme des bons élèves, qui sont en dessous du cap,
se redistribue à l'argent, parce qu'à la fin, tout va dans une caisse commune, la caisse de la NBA, qui après redistribue aux équipes qui ont été les bons élèves. Donc, Et du coup, excuse-moi de te couper pour apporter une précision, ça veut dire que ça augmente à eux leur masse salariale possible? Non, C'est ça ça augmente ou ils le s'en revenu servent des pour autre chose? propriétaires. Non, ça augmente le revenu des propriétaires. Ah oui, ok. C'est-à-dire qu'en gros, au cyclisme, les propriétaires, ce sont des sponsors d'équipe. Par exemple, Jumbo-Visma, c'est les entreprises Jumbo et Visma qui sont propriétaires, qui mettent l'argent et qui payent le salaire du staff, des coureurs, etc., et le matériel. Et ils ont un retour sur investissement qui est estimé par leurs équipes de marketing et d'investissement, etc. Aux États-Unis, vous avez des propriétaires, donc soit des consortiums de différents millionnaires ou milliardaires, soit alors, historiquement c'était le cas, aujourd'hui c'est plutôt des consortiums, mais historiquement c'était un gros milliardaire qui avait mis tant d'argent pour acheter une équipe et qui donc s'occupait. Donc son intérêt, c'était comme il avait de l'argent, c'était il payait les frais de la franchise, les salaires des joueurs, etc. Mais il récupérait avec les revenus qui sont générés par l'NBA. Et donc, comme c'est une ligue fermée, elle génère des revenus. Et comme avec, par exemple, les ventes de maillots, les ventes de places et surtout les droits télé, les droits de rediffusion, etc. Et donc, du coup, cette masse d'argent est redistribuée selon différents calculs, différents principes. Ça peut évoluer selon les conventions salariales ou les accords, on va dire, entre les joueurs et les propriétaires et les différents acteurs du monde du sport dans telle ou telle ligue, qui se redistribuent l'argent à l'intérieur, l'argent qui est généré à l'intérieur d'une ligue. Sans compter le fait que comme ce sont des entreprises privées, elles sont valorisées en bourse et qu'on sait que la grande majorité de l'argent qui est fait par ces milliardaires qui peuvent se permettre d'investir sur le long terme, c'est d'acheter une équipe, d'attendre que ça monte en bourse pendant 5, 10, 15, 20 ans et au moment de la revente, ils font des majorations absolument incroyables. Michael Jordan avait acheté pour Michael Jordan qui avait acheté les Charlotte Hornets à l'époque Bobcats, mais qui sont devenus Hornets à l'époque avec ses autres potes millionnaires, les a revendus l'année passée à d'autres propriétaires, d'autres millionnaires. On va pas dans le détail là-dessus, mais il a fait une plus-value monstrueuse, même si son équipe a été globalement très mauvaise. Et c'est là-dessus que se fait l'argent. Donc, c'est pour ça de dire qu'il faut bien faire la différence entre cette culture nord-américaine qui vient et la culture du cyclisme qui reste une culture très ancrée encore dans l'imaginaire européen, donc européen de l'Ouest, occidental, et surtout que c'est quelque chose de très particulier parce que les équipes sont directement des équipes qui sont propriétaires d'entreprises, qui sont financées par des entreprises ou on va dire, plusieurs entreprises qui se mettent ensemble. Tu vois, Jumbo, Visma, il y a deux entreprises qui se mettent ensemble. Des fois, c'est un sponsor, des fois, c'est 2, 3, 4 sponsors qui se mettent pour être propriétaires d'une entreprise. Des fois, c'est des entreprises d'État, notamment avec UAE, voilà, où c'est un État directement, ou Israël Première Tech, où c'est des États directement qui, en lien avec des entreprises ou des fonds d'investissement, investissent dans des équipes. Donc, il faut faire bien attention à ça, où c'est pas exactement le même modèle au niveau de la propriété, au niveau de qui possède l'argent dans ce sport. Ok, merci Nico pour toutes ces explications. J'espère que ça éclaire les auditeurs, les auditrices sur le salary cap. Simon, toi, qu'est-ce que ça t'inspire ce modèle-là, par exemple pour ce qui se passe en NBA avec le soft ou le hard cap dans d'autres ligues et selon toi, le transfert de ce modèle au cyclisme, qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai qu'à choisir, après c'est évidemment on peut pas trop savoir se projeter sur qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux sur le cyclisme, mais à choisir, moi j'opterais peut-être plus pour le hard cap parce que on voit quand même qu'il y a déjà beaucoup de différences entre justement les grosses écuries et les plus petites, et je me dis qu'un soft cap, finalement en effet ça enrichirait peut-être les équipes un peu plus faibles si on dépassait du côté des grosses écuries, mais est-ce que sur le vélo, est-ce que dans les résultats, est-ce que dans l'attractivité du sport, on y verrait une différence? Je suis pas sûr. Alors qu'un hard cap, si on met un plafond précis, même les grosses écuries devraient faire attention à leurs dépenses. Et du coup, peut-être que ça rééquilibrerait peut-être plus les choses. Après, à voir dans ce modèle-là. En effet, vu que Nicolas dit c'est pas le même système, notamment du côté des investisseurs.
est-ce que ça changerait des choses ou pas. Mais là, comme ça, à première vue, je partirais plus sur un hard cap pour le cyclisme. Ouais, bah moi je trouve que c'est vrai que le soft cap ça fait un peu contourner la règle de façon légale et du coup ça permet un peu de dépasser ces plafonds et je sais pas si ça permettrait de vraiment changer grand chose effectivement et puis après aussi par rapport au fait de se focaliser que sur les salaires pour moi ça apporte plusieurs questions avec le monde du cyclisme. Bon, déjà, il y a beaucoup. Alors, je pense que c'est pareil. Je connais pas hyper bien les ligues américaines, mais je pense que c'est pareil. Il y a aussi tout ce qui est question de primes et de autres avantages financiers déguisés. Donc, forcément. Ouais. Je vais justement venir sur ce point-là parce que comme ça tu vas pouvoir enchaîner dessus et je vais vraiment expliquer parce que ça me paraît très important que les gens comprennent ça. Pourquoi est-ce que en NHL par exemple ou en NFL il y a un hard cap comme on a dit, c'est-à-dire on n'y a aucune condition pour dépasser un plafond, et pourquoi est-ce qu'en NBA il y a un soft cap? C'est simplement parce que c'est les joueurs qui l'ont décidé avec les négociations avec les propriétaires et les plafonds salariaux. Il est évident que pour des propriétaires, c'est très intéressant d'avoir un hard cap parce que ça limite forcément les dépenses et les exceptions qu'il peut y avoir et les luxury tax. Donc les propriétaires sont pour, en général, mettre un hard cap parce que pour eux, c'est beaucoup plus simple et ça permet de faire des économies et de se partager une plus grosse part du gâteau. Les joueurs NBA, on sait que c'est une ligue, la NBA, qui est plutôt du côté, si on compare d'un point de vue, si on a deux camps, on va dire, conservateur et progressiste, on sait que la NBA est une ligue extrêmement progressiste sur certains domaines, hein, plutôt du côté, voilà, au niveau valeur, au niveau de ce que ça représente, plutôt du côté de progressiste du spectre politique, ou en tout cas du spectre public en termes de valeurs affichées. On n'est pas là pour discuter de ça, simplement je le dis parce que ça a une influence il y a eu beaucoup de prises de pouvoir des joueurs dans les négociations. Il y a notamment, bon, on sait, il y a des grèves, des lockouts, des choses comme ça qui ont permis que jamais un hard cap ne se mette en NBA. C'est pour ça qu'ils ont un soft cap. Et pour vous donner une idée de ce que ça représente quand il y a des taxes qu'on appelle la luxury tax, donc c'est la taxe de luxe en français. Pour vous donner une idée de ce que c'est, il y a un barème qui existe, hein, qui est disponible en ligne et que les équipes connaissent. Et que par exemple, pour vous donner une idée, là, très simplement, à l'heure actuelle, le cap le cap, donc la limite de base en NBA cette saison, en tout cas pour la saison passée, c'était quelque chose. Aux alentours des 123 millions ou 124 millions par équipe. 123, 655 millions pour la saison 2022-23. Ouais, c'est revu annuellement. C'est revu annuellement, suppose. ça Ouais. augmente en fonction, parce qu'elle s'adapte aux revenus. Bah oui. Et ouais. donc, tous les 6, 7 ans, 8 ans, il y a des nouvelles conventions collectives qui sont signées et l'NBA, parce qu'il y a quand même des commissionnaires qui s'occupent de gérer ça. Actuellement, le patron de l'NBA, c'est Adam Silver, qui est justement la personne neutre, donc tierce, qui fait l'arbitrage entre les propriétaires et les syndicats de joueurs. Et pour vous donner une idée de la taxe, par exemple, si une équipe dépasse un tout petit peu, c'est-à-dire de 0 à 5 millions sur ces 123, donc vous voyez, 5 millions sur une enveloppe de 123, c'est pas énorme, elle doit payer 1,5 $ par dollar au-dessus. Donc ça veut dire que chaque fois qu'elle dépense $1 en plus, elle doit le payer 1,5 fois. Donc c'est une majoration de 50%. Si elle dépasse de 5 à 10 millions, donc là elle dépasse plus, elle doit payer 75% de majoration. Donc 1,75 $ pour chaque dollar qu'elle dépense. Donc au lieu de payer $1, au lieu de payer, je sais pas, de dépasser de 5 millions, dans les faits, elle va payer 5 millions fois 1,75. Si elle dépasse de 10 à 15 millions, elle va payer 2,5 $. C'est-à-dire que ça va faire 250% de majoration. De l'argent qui revient aux équipes qui se sont bien comportées et qui peuvent, après dans leur budget, donc du coup dans les poches des propriétaires directement. Et de 15 à 20 millions, donc là on dépasse de beaucoup, ils payent 3,25 $ par dollar au-dessus. Et alors après, c'est quand on dépasse de 20 millions, là, il y a ce qu'on appelle la double luxury tax, où alors là, on multiplie chaque fois par 50% les dollars au-dessus. Enfin, ça, c'est un phénomène qui fait qu'il y a des équipes qui ont en fait dépensent, je sais pas, il y a certaines équipes qui dépensent par exemple 200 millions au lieu de 123, elles dépensent 200 millions, c'est pour les plus grosses équipes, les plus gros budgets qu'on pourrait comparer à, si on fait la comparaison à Jumbo-Visma ou UAE ou comme ça, elles dépenseraient, je sais pas, 200 millions par rapport à des équipes qui en dépensent 110 ou 120,
Mais en fait, dans les faits, avec les taxes et les retours de taxes et les multiplications de taxes, elles payent 320, 325, Hmm. 340. Enfin, les propriétaires payent l'équivalent de 340 millions voilà, vous pouvez retrouver les détails en ligne si vous cherchez. Il y a plein de grands spécialistes qui font ça. Moi, je me contente de les citer. Mais en gros, c'est pour vous donner l'idée. Voilà. Ok. Donc, Oui, donc en fait, disons qu'il n'y a pas de limitation, c'est sûr, c'est juste que ça va coûter beaucoup plus cher que ce que ça coûte, oui, à la base, au final. voilà, exactement. Ouais, ouais, ok. Bon, alors, il faut Mais, dire... Oui, vas-y, si tu voulais mais encore je ajouter termine, quelque chose. je termine avec un point, après tu pourras Ouais, enchaîner. ouais. Je termine avec un point, c'est que la NBA s'est aperçue qu'il y avait une limite à ce système, justement. Et on va dire, c'est un truc, c'est qu'il y a des propriétaires aujourd'hui tellement riches, des multimilliardaires comme Steve Ballmer, un des fondateurs de Microsoft, donc qui est multimilliardaire, donc il peut se permettre de faire des dépenses, de payer, de dépenser sans compter, hein, si je cite Jurassic Park. Donc vraiment, vraiment d'être dans cette optique-là, je dépense sans compter, qu'en fait, ils ont vu que certains propriétaires s'en fichaient d'être taxés, Mm. taxés, taxés, taxés. Et donc maintenant, ils ont mis des règles sportives qui sont introduites il y a quelques années, là, où maintenant, avec le nouveau cap, le soft cap, c'est que maintenant, s'il y a trop de dépassements, s'il y a trop de, voilà, si on est trop dans la luxury tax, il y a des sanctions sportives. Ça veut dire qu'on peut plus faire les transferts autant que ça. On peut plus signer certains contrats. Il y Mm. a certains contrats, certaines exceptions qui vous sont enlevées parce que vous dépensez trop. Vous pouvez aussi perdre des choix de draft. Voilà, il y a plusieurs choses où maintenant on attaque les possibilités sportives. Et donc, du coup, il y a beaucoup de propriétaires et de general managers des équipes qui sont en train de faire machine arrière sur certains contrats et qui sont en train d'essayer de repasser dessous certains niveaux de taxes pour justement retrouver Oui, de la mobilité Mm, mm. sportive pour améliorer les effectifs. C'est pas comme par exemple si on donne un exemple avec UAE, je compare avec le cyclisme, c'est comme si on disait à UAE vous avez beaucoup trop dépassé, s'il y a un soft cap dans le World Tour, UAE vous avez beaucoup trop dépassé, à partir de maintenant, bah, en fait vous pouvez plus faire tel type de contrat, vous avez plus que les contrats minimum. Mm. Ou alors vous pouvez plus signer tel ou tel voilà, et donc du coup ça limite leur possibilité de recrutement au mercato. Il y aurait des systèmes qui limiteraient leur capacité de mercato, alors qu'en fait, ils pourraient très bien dire, les Émirats pourraient très bien dire, je m'en fiche de la taxe, mon but c'est d'avoir une équipe ultra cheatée autour de Pogacar, et en fait, je vais mettre de l'argent, mettre de Bah l'argent, oui, mettre de oui. l'argent, et payer Oui. les taxes qu'il y a. Là, ils pourraient plus le faire physiquement. Donc c'est un soft cap, mais qui s'est un peu endurci, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais, puis si on l'imagine sur le cyclisme, par exemple, ça me fait penser à ça en termes de sanctions possibles sportives. Ça pourrait être, eh ben, en fait, sur telle course, vous pouvez pas aligner des coureurs dont la masse salariale dépasse tant. Ça veut dire que Voilà, exactement. UAE, tu peux pas mettre sa dream team sur le Tour de France si elle ne respecte pas certaines règles. Ça pourrait être des choses Ah, en gros, tu peux applicables. pas arriver sur le Tour de France avec Adam Yates, Bah Pogacar, voilà, Van Aert, enfin Ayuso et compagnie. exactement, tous les plus Ouais, gros ouais, contrats. Tu peux pas aligner ouais. 8 des 10 plus gros contrats. Tu es obligé de trouver un équilibre. Et donc forcément, ça limite tes performances Mm. sportives naturellement. Ouais, ouais. Oui, oui, ça limite. Mais oui, après, ça nécessiterait du coup de trouver des sanctions adaptées. Parce qu'effectivement, moi, je pense que je comprends comment est-ce qu'ils ont adapté en NBA. Parce que si t'as juste une sanction financière, en fait, bah, les plus riches, ils s'en foutent. Et du coup, Exactement, c'est ça le problème. ça va pas changer grand-chose. Et alors, il y a quelque chose par rapport à ce sujet-là que je voulais ajouter. C'est que aussi, bah, ça fonctionne parce que on est dans un système, on en reparlera un petit peu après, mais de ligue fermée, mais aussi qu'on est dans le même pays. Et du coup, les règles en Mhm. termes de salariat, elles sont les mêmes. Et puis que bah, c'est très, voilà, c'est très précis. Et puis ça fait des années et des années aussi. Par exemple, la NBA, c'est beaucoup plus ancien et rodé que le World Tour, par exemple. Parce qu'il y a quelque C'est une ligue chose. fermée déjà. C'est une ligue fermée, voilà. Ça, Ça change tout déjà. ça change tout et on se posera la question en fin d'émission, voir si, si est-ce que le World Tour va aller vers une ligue fermée avec ce genre de limitation financière possible. Je sais pas si Simon veut nous parler du rugby justement. Ouais, alors, bon, alors je vais être moins complet que Nico, parce que je suis un petit peu moins expert. Mais justement, en faisant mes recherches pour cette émission, je me suis aperçu qu'en effet, au rugby, dans le top 14 en France, il y avait un salary cap qui existe d'ailleurs dans le rugby anglais depuis 99, donc c'est dire quand même qu'on est un peu en retard dans le cyclisme.
Donc c'est pareil, c'est un montant plafonné qui, on va dire, doit baisser au fur et à mesure des saisons, même si c'est pas toujours respecté. Donc c'est pareil, c'est pour à la fois réduire les inégalités entre les équipes et aussi garantir l'équilibre économique des clubs qui, pour certains, sont un petit peu limites financièrement. Après, la question, c'est est-ce que ça fonctionne, ce salary cap pour équilibrer justement les débats? Sur les 10 dernières saisons, il y a 7 vainqueurs différents sur le top 14. Donc on pourrait se dire, ah, bah ça marche bien. Mais si on regarde les 13 saisons depuis lesquelles le salary cap est mis en place, bah, il y a toujours 7 vainqueurs différents. Donc en fonction de depuis combien de temps on regarde, on voit si ça marche ou pas. Donc voilà, le ratio salaire par rapport au budget, parce qu'évidemment, la constante masse salariale, c'est une partie du budget total des clubs, et elle serait d'environ 60%. Donc je ne sais pas si on remet ça du côté 60% pour les équipes cyclistes, par exemple UAE qui a 60 millions, bon bah 60%, ça ferait 36 millions attribués au salaire, qui fait que, bon, je pense qu'avec 36 millions, même UAE pour l'instant, il rentre à peu près dans ces cordes-là. Donc voilà, c'est un modèle aussi en constante évolution, justement ce salary cap au rugby, car actuellement il y a des discussions pour voir si on intègre la commission des agents dans cette masse salariale, parce que vu que les agents prennent de plus en plus d'importance, ils estiment que voilà, ça peut aussi rentrer en ligne de compte. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne au rugby. Donc je ne sais pas si on pourrait le mettre aussi dans le cyclisme sous ce format-là, avec 60% ratio salaire par rapport au budget. Et la question que j'ai envie de me poser aussi pour revenir au cyclisme pur, et je ne sais pas si vous avez prévu, je pense que vous avez prévu d'en parler juste après, c'est bah, quel montant on pourrait fixer. Est-ce qu'on fixe un montant qui est actuellement le montant maximal qu'on a chez les grosses équipes, c'est-à-dire 60 millions? Mais dans ce cas-là, ça ne changerait pas grand-chose euh, factuellement, actuellement. Disons que juste les grosses équipes pourraient plus continuer à devenir encore plus grandes. Mais d'un côté, si on baisse le budget, enfin si on baisse le salaire maximum, comment vont faire les grosses équipes qui ont actuellement une grosse masse salariale? Est-ce qu'elles vont devoir dégraisser? Voilà, comment les coureurs vont pouvoir retrouver une équipe s'ils doivent se séparer de grands coureurs? Voilà, il y a des questions de fiscalité. Adri l'a évoqué un petit peu avant. On sait que le coût des salaires n'est pas le même selon les pays. Au plus dans certains pays, bah, il y a plus ou moins de charges. Des fois, ils sont considérés comme salariés, les coureurs. Des fois, ils sont considérés comme indépendants. Mm. Donc, ça serait aussi de mettre tout le monde sur un même modèle. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir à ce niveau-là. Bah, moi, je trouve que c'est une des difficultés, c'est justement ce que j'avais prévu de dire pour enchaîner, c'est que il n'y a pas le même type de contrat. Il y a des coureurs, tu l'as dit, qui sont indépendants, type auto-entrepreneur, mais en fait, ça dépend des pays et des règles aussi. Par exemple, en Belgique et en France, les coureurs, ils sont salariés dans les équipes. À la Jumbo, les coureurs sont tous indépendants. À la Visma, pardon, je m'y suis toujours pas fait. Les coureurs sont indépendants, donc du coup, en termes de masse salariale, c'est un petit peu différent, même si au final, il y a toujours un budget alloué au salaire ou à payer les coureurs. Donc ça, je pense que ce petit problème pourrait être contourné. Mais ouais, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte par rapport à ça. Et effectivement, après, si tu décides de limiter les salaires, faut que ce soit assez logique. Si tu limites trop et que t'es sur des budgets que, par exemple, l'équipe Arkea ou Intermarché, ils peuvent pas atteindre, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis voilà, il y a peut-être aussi des limites à mettre sur les salaires individuels aussi. Ça peut être peut-être une option, pourquoi pas faire les deux. Enfin, voilà, à voir. Mais je sais pas ce que toi Oui, t'en penses. parce que justement, en parlant des salaires individualisés, c'est là aussi où il y a une question à se poser. C'est parce que si on met une limite totale, on peut se dire que les équipes, bah, elles vont continuer à payer fortement leurs gros leaders, quitte à finalement beaucoup moins payer les équipiers. Alors que si on met peut-être un plafond individualisé, bah, ça va inciter justement les équipes à peut-être mieux rémunérer, de toute façon mieux rémunérer les coureurs qui ne sont pas leaders. Et on sait que le métier de coureur cycliste,
il peut être précaire même en World Tour, enfin peut-être pas précaire, mais en tout cas, euh, disons que les coureurs derrière devront continuer à effectuer une carrière autre que dans le cyclisme s'ils n'ont pas été des grands leaders au cours de leur vie sur le vélo. Donc peut-être aussi ça peut augmenter le salaire des coureurs qui sont moins connus si on met des limites pour les grands leaders aussi. Si, moi j'aimerais quand même dire déjà une chose, puisqu'on là on parle d'affaires, on parle de gros sous, on parle de millions, etc. Une des premières choses à dire, déjà je fais un mea culpa, c'est évidemment Visma Lease the Bike, hein, pas Jumbo Visma, parce que je prenais l'ancien nom avec deux sponsors pour donner, mais aujourd'hui c'est Visma Lease the Bike. Enfin voilà, mais vous avez compris l'idée, hein, c'est la même équipe mais avec des sponsors différents. Donc déjà il y a des changements de sponsors souvent. Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que si on prend les sports les plus connus et les plus regardés dans le monde, hein, dont le cyclisme fait partie, il n'est pas en tête, hein, le cyclisme, mais il est quand même relativement populaire, surtout dans les pays, dans certains pays. On en avait parlé justement dans l'émission, dans le contre-attaque précédent. Si on regarde le salaire moyen d'un coureur cycliste professionnel d'un bon niveau, même dans le World Tour, par rapport au nombre d'heures de travail effectives, donc avec les déplacements, les entraînements, les heures de course, etc., c'est l'un des sports les plus ingrats de toute la planète. Quand on voit ce qu'on demande, et je dis pas que c'est pas... Bien sûr que c'est très difficile et que des sportifs pros méritent le respect, hein. Je suis pas en train de dire ça. Mais quand on voit les efforts qui sont demandés à un footeux ou à un basketteur, par exemple, par rapport à un cycliste, et quand on voit les sommes pour des sportifs qui sont au top de leur sport, de leur catégorie, voilà, ça n'a rien à voir. Je veux dire, un joueur de foot, il fait 2 matchs de 90 minutes dans la semaine, plus les entraînements, les décrassages, les séances à la salle. Quand on voit les salaires qui se tapent par rapport à ce que fait un coureur cycliste et les risques, bien sûr, un joueur de foot ou un joueur de basket a des risques de se blesser dans un match. Je ne dis pas que c'est pas risqué, hein, il y a des blessures terribles, mais je veux dire, des morts dans le cyclisme, malheureusement, on en a quasiment chaque année sur les courses World Tour. Et quand on voit ce qu'ils gagnent et quand on voit ce qu'ils se tapent, ils doivent s'entraîner des fois avec des temps de merde à 6 heures, 5 ou 6 heures de sortie tous les jours, des fois au froid, à se taper des trucs, à respirer l'air des bagnoles et compagnie. Enfin, je veux dire, au niveau de la pénibilité du travail, on n'est pas tout à fait sur les mêmes échelles. Donc là, si on parle de sous aujourd'hui, parce que c'est important, c'est une thématique au niveau de l'équité sportive, mais rappelons que les cyclistes, c'est quand même un sport ingrat et les cyclistes professionnels ont tous notre respect maximum par rapport aux risques et par rapport à comment est rémunéré leur risque, quoi. Les chiffres que j'ai trouvés par rapport à ce sujet-là, pour les salaires minimums du World Tour, on est sur 44 000 euros annuels en 2025. C'est lol. Mais ouais, hein, mais le salaire minimum en NBA, c'est genre 2 millions par année. Comme ça. Et Avec 44 000, 2 millions, les mecs. Et c'est encore moins pour les néo-pros qui sont en World Tour. Là, c'est 35 000. Mais bon, après, ça augmente après. Mais c'est pour dire que... On parle de World Tour, hein. Bah oui, on parle du top on niveau parle pas de mondial. Conti, Hein. hein. Ouais, c'est ça qui est... Ça fait 3-4 000 euros par mois, quoi. Ouais. Donc c'est ça à peu près. Et du coup, ça veut dire que dans les équipes secondaires, c'est encore moins. Dans les autres, voilà, là on parle un petit peu que de World Tour parce que c'est la première division, mais dans les autres divisions, c'est encore moins. Et oui, c'est sûr que c'est par rapport à d'autres sports, on n'est pas sur les mêmes échelles, effectivement. Et après, faut pas s'étonner que des leaders, on va dire des coureurs un peu de niveau lieutenant, mais voilà, dans des équipes type Intermarché ou Cofidis ou autre, décident d'aller faire les grégarios Bien ou sûr. le huitième homme dans des top teams Oui. parce qu'ils multiplient leur salaire par 3 ou 4. Oui, c'est sûr. Mais simplement, voilà, alors ils pourraient potentiellement jouer leur carte personnelle en restant dans le World Tour et en participant aux plus grandes courses, mais en étant relativement mal payés par rapport à leur niveau de talent. Et moi, je comprends tout à fait que des gars disent, je vais aller gagner tant de millions ou tant de centaines de milliers de dollars ou d'euros, ou enfin, la monnaie que vous voulez d'ailleurs, pour aller faire, on va dire, porte-gourde, porte-bidon dans une top team, quoi. C'est pour ça Pogacar ou Vingegaard, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est pour ça que l'idée d'encadrer, de mettre un plus haut minimum et un maximum qui soit pas trop haut, peut permettre du coup de niveler un peu ça, en tout cas d'un point de vue purement financier. Après, est-ce que ça réussit et ça suffit à rééquilibrer les forces?
au niveau des équipes, c'est un peu difficile à prévoir comme ça. Et surtout, je pense uniquement sur le facteur des salaires. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'autres dépenses où il y a des différences. Il y a qu'à voir, alors maintenant quasiment tout le monde a un bus, mais il y a qu'à voir maintenant les équipes ont limite un hôtel avec eux qui les suit avec des camions pour tout et n'importe quoi, pour les plus grosses formations, pour optimiser à peu près tout. Et ça aussi, finalement, c'est une différence. Je pense que si on limite uniquement les salaires, on va pas pouvoir avoir d'influence sur ces autres aspects. Et du coup, moi, oui. Ouais, moi j'ai un point là-dessus, Adrien. Je sais pas si tu avais une question ou un point Non, supplémentaire. j'allais vous lancer du coup sur la limitation des budgets de façon plus générale au niveau des équipes ou de répartition budgétaire dans les équipes, en fait, un petit peu pour ouvrir là-dessus. ASO avait mis, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque de la Sky, de Froome, etc., de Wiggins, donc c'est il y a une dizaine d'années, voyant les différences de moyens entre les équipes et l'accent qui était mis, on appelait ça les gains marginaux à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc des gains Oui, oui. marginaux qui était repris en partie par Visma. Euh, les équipes privilégiaient les top hôtels, les top trucs de récupération, et le Tour de France, donc ASO, on parle du Tour de France, c'est la course la plus connue, mais dans toutes ces courses, ASO avait mis un budget étoile sur les hôtels. C'est-à-dire que toutes les équipes avaient un budget et voilà, il y avait par exemple 23 nuits, ce qui est que les 2 jours de repos et compagnie. Il y avait donc du grand départ jusqu'à Paris, il y avait 23 ou 24 nuits qui étaient couvertes sur la période de la course, sur les tours de 3 semaines, et ils avaient tous un budget étoile à dépenser, et ils pouvaient choisir sur telle ou telle étape de dire là on va aller plutôt dans un hôtel 4 étoiles, là plutôt dans un 2 étoiles, parce que du coup voilà, parce qu'il fait que ou alors l'emplacement, des fois on va devoir faire plus de déplacements parce qu'on a un hôtel qui coûte moins d'étoiles, donc ça va affecter en partie la récupération et compagnie. Enfin voilà, ils essayaient au niveau de la récupération et du confort de course et de l'à côté de la course. ASO avait essayé avec ce système, et ça avait plutôt bien fonctionné de ce point de vue-là, d'équilibrer les forces. Moi, je trouve vraiment que sur la question du matériel, c'est très compliqué parce que d'un côté, c'est le fait de ne pas avoir avoir un encadrement, on va dire minimum réglementaire, on va dire, mais pas au niveau du budget, ça permet d'améliorer la recherche et la technologie toujours. Aujourd'hui, des vélos de World Tour, de pro, c'est des F1. C'est une folie au niveau de l'aéro, de l'optimisation, de machin. Et d'ailleurs, ça pose plein de problèmes au niveau de certaines vitesses qui sont atteintes sur des sprints ou des contre-la-montre ou autres, où on atteint des vitesses qui sont au niveau des dégâts qui peuvent être mortels à la moindre chute. Donc ça, on en avait déjà parlé dans d'autres émissions. Mais donc il y a ça. Ce serait donc d'un côté, si on l'encadre, on va limiter, on va dire l'émulation. Par contre, c'est beaucoup plus facile à encadrer dans un règlement World Tour. Vous êtes une équipe World Tour, voilà votre cahier des charges. C'est beaucoup plus facile à encadrer que la partie salariale dont on reparlera après au niveau des coureurs. Donc ça, je suis plutôt pour, parce qu'on a déjà atteint au niveau du matériel, on va pas se mentir, hein, il peut y avoir encore des gains, mais on a déjà atteint un certain maximum en termes de performance. Il peut toujours y avoir des améliorations, etc. Mais ça reste des gars qui doivent pédaler. Donc, je veux dire, on va pas non plus créer des avions de chasse à la place des vélos. Ça n'aurait aucun sens. Déjà, les casques de la Visma Lease Bike, moi, ils me donnent les réflexes. Voilà, donc les gars, on dirait des pilotes de chasse ou des gars qui font de la descente. Faut réglementer. Je suis surpris que l'UCI nous ait pas encore sorti une règle à la hauteur de la taille des chaussettes. Donc moi je pense que ils l'ont déjà fait, ils l'ont déjà montré l'UCI, c'est très simple à faire, hein, c'est vraiment un document à régler, que ça, cette partie bus, à côté, vélo, tout ce qui est matériel et récupération. Alors bien sûr tu peux avoir des meilleurs staffs possibles, etc., hein, c'est les compétences et la concurrence, mais je trouve que à ce niveau-là ce serait plutôt facile à mettre une limite de dépenses, voilà, un truc, ouais, un certain nombre ou alors des règlements sur la nature même de l'équipement ou des choses comme ça. Ça, c'est très facile. L'UCI l'a toujours fait. Et je trouve qu'au niveau de l'équité sportive, ce serait très facile à faire. Après, au niveau du plafond salarial, on y reviendra, c'est un peu plus compliqué. Simon, ton avis sur la question de matériel et haute limite budgétaire des équipes? C'est vrai que l'avantage que serait de limiter le budget,
c'est le fait de faire un arbitrage. En fait, les équipes pourraient faire un arbitrage. Eh bien, on alloue plus d'argent pour les salaires, ou au contraire, on alloue plus d'argent pour tout ce qui est à côté, donc matériel, staff, etc. Donc, en effet, ça serait plus facile à mettre en place et aussi ça permettrait aux équipes de faire différentes stratégies pour essayer de, avec les moyens du bord, au final, d'essayer de concurrencer les adversaires. Après, c'est vrai que si on avait mis cette limite budgétaire 10 ans avant, j'aurais été plutôt contre parce que justement, le fait d'innover, mine de rien, les grosses équipes qui innovent derrière, ces innovations profitent aux plus petites équipes quelques années après. Donc c'est vrai que du coup, dans cette recherche de performance, de toujours équilibrer les choses, c'était plutôt quelque chose d'intéressant. Mais c'est vrai que vu qu'aujourd'hui, les gains marginaux sont quasiment impossibles à avoir de façon supplémentaire, c'est vrai que toucher plutôt au côté budget plutôt qu'à la simple masse salariale, ça peut être une solution intéressante. Ouais, c'est vrai que la question elle est pas simple et notamment avec le matériel. Après, moi je pense que par exemple, il faudrait limiter tout ce qui est je sais pas, le nombre d'encadrants ou de masseurs ou de. Alors après, c'est toujours compliqué à gérer, mais c'est sûr que les plus grosses formations qui ont les plus gros budgets vont avoir, par exemple, beaucoup plus d'assistants et ça permet du coup, alors à la fois un meilleur accompagnement des sportifs. En fait, c'est ce qui est compliqué avec ces questions-là, c'est que l'objectif, c'est la performance. Donc, dans un but de performance, il faut essayer de mettre les meilleurs moyens pour les accompagner. Mais à un moment, je pense que tu peux aussi... j'aime bien l'idée d'essayer de jouer avec des postes de dépenses financiers, par exemple, si on se base sur une limite budgétaire plus globale. Et l'idée de se dire, là en fait le matériel, le vélo qu'on a cette année, il est quand même hyper performant vu le beaucoup de boulot qu'on a fait l'année dernière. On va mettre moins d'investissement en termes de recherche cette année pour du coup peut-être aller plus chercher ou recruter un autre membre du staff qui va être plus expert en nutrition pendant l'effort ou après l'effort ou je ne sais quoi. Et du coup, essayer d'obtenir un gain de ce côté-là, mais d'un côté, une équipe qui a fait un autre choix va peut-être te rattraper sur d'autres aspects en embauchant plus d'assistants pour pouvoir filer un bidon ou être avec une roue sur le bord de la route à un meilleur endroit. Enfin voilà, dans l'idée, je trouve ça intéressant. Après, on arrive aussi à une époque où, les vélos, vous l'avez très bien dit tous les deux, c'est des bijoux, c'est des F1, les trucs. Est-ce qu'il y a encore besoin d'aller gratter? Est-ce qu'on peut pas on peut pas se dire à un moment, on se dit que le vélo, il doit remplir tel critère maximum. Alors, voilà, ça, les experts de l'UCI arriveraient à définir un cahier des charges très, très précis et que, je sais pas, les coureurs aient exactement le même matériel à chaque fois et à chaque course. Je sais pas, que la taille des jantes sur les roues, ça soit la même tout le temps. Voilà, et que qu'il n'y a pas de différence à faire, sans dire qu'ils aient exactement le même vélo de la même marque et des mêmes roues, parce que là on va rentrer dans des avantages de certaines marques de vélos par rapport à d'autres, et on sait l'exposition et à quel point c'est important pour les équipes d'avoir cette exposition-là en sponsorisant des formations professionnelles. Mais pourquoi pas là, oui, en ce moment là c'est les casques qui vont dans tous les sens. En fait, pourquoi ne pas normer le casque pour que il protège, parce que c'est quand même le but numéro 1. Et après, finalement, qu'il soit hyper aéro ou un peu moins aéro, si tout le monde a le même, on n'a plus sur ces potentielles différences sur les courses, et ça ramène un petit peu d'équité. Donc les équipes et les coureurs trouveraient toujours des petites choses à aller chercher. Mais je pense que c'est intéressant aussi d'avoir la réflexion où on arrive, et puis en plus pour des questions de sécurité, à aller toujours plus vite, et on sait les dangers qu'il peut y avoir. Ça fera sûrement l'objet d'une autre émission. Mais moi j'aime bien ce fait de se dire finalement, est-ce que en limitant
je prends un exemple, le vélo qui soit presque le même pour tout le monde, est-ce que ça ramènerait pas un peu d'équité dans le cyclisme? Après, je vais faire, ne prenez pas mal, hein, je vais faire mon oiseau de mauvais augure et ma mauvaise tête. Mais il faut. J'avertis parce que là, je vais ouvrir un chapitre qui est lié à l'équité dans le sport et dans le vélo, et vous me voyez venir gros avec des gros sabots, c'est que il y a aussi pas de miracle. C'est-à-dire que si depuis les années Sky, puis les années euh, Visma, Pogacar et compagnie, maintenant qu'on est en train de vivre, si des équipes ont mis l'accent sur les gains marginaux, les points noirs dans le règlement, au niveau des méthodes d'entraînement, au niveau des substances, au niveau du matériel, qu'ils ont mis le boost là-dessus, c'est que il y a eu un resserrement qui a été fait au niveau du dopage chimique, du dopage biologique. Je dis pas qu'il n'existe pas. On ne le sait pas, on n'est pas en position de le dire, donc on fait des accusations envers personne. Je dis juste que si on supprime les marges dans ce domaine-là, l'être humain et la nature humaine étant ce qu'il est, il n'est pas impossible, en plus avec les nouveaux moyens qui existent, avec la recherche sur les laboratoires, avec le transhumanisme, avec avec les thérapies géniques, avec des trucs comme ça, je ne porte pas d'accusation, je dis juste que c'est un risque qui existe, que les équipes, pour de nouveau battre la concurrence, se démarquer, essayer d'aller plus loin dans la performance, remettre le paquet de ce côté-là, ce que je pense aucun fan, en tout cas un amoureux du vélo et de la performance cycliste, ne souhaite, tant on a été choqué et marqué par l'histoire tragique du vélo de ce point de vue-là. Je dis de nouveau, je dis pas en train que c'est pas en train d'exister, potentiellement des équipes qui font les deux, hein, et potentiellement des équipes qui essayent justement de jouer dans les règles, quel que ce soit du mécanique ou que ce soit du chimique, du biologique et autres. Je dis juste qu'il faut faire attention à ça. C'est que si on met tout le monde sur un pied d'égalité, les équipes chercheront à se démarquer d'un autre point de vue, et on sait très bien ce que ça veut dire quand on parle de cyclisme professionnel. Ouais, mais oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire, et effectivement, ça pourrait être une dérive, mais je pense que ça empêche pas ou ça empêcherait pas des équipes avec des très gros budgets, même en ayant une petite, un petit gain sur le matériel, parce que les gains, ils sont pas non plus monstrueux hein, par rapport au Non, ils sont vélo. Tout... marginaux, hein. Comment? Ils sont marginaux, c'est bien Oui, c'est oui, dans c'est l'expression ça. qu'on dit. Oui, 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 c'est C'est ça. Donc, euh, c'est des petites choses. Mais du coup, je pense que ça empêcherait pas Enfin, je sais pas si vraiment ça favoriserait des équipes qui ont vraiment des moyens de le faire. Et s'ils sont en mode on va chercher des gains marginaux un peu partout, bah, peut-être que ces gains-là, ils vont les explorer, peu importe. Donc ouais, je sais pas. En tout cas, je pense pas trop qu'on puisse savoir parce que ça, c'est un côté des budgets et de la recherche dont on n'a pas forcément accès, curieusement. Simon, Simon, est-ce que tu voulais enchaîner par rapport à ça ou rapporter d'autres choses, d'autres axes de réflexion? Je sais pas, peut-être pour continuer un peu dans l'aspect budget, je sais pas si Mhm. on peut parler de transfert. Je sais Ouais, pas bien si sûr. voilà, aujourd'hui c'est pas quelque chose qui est courant dans le cyclisme, même si on voit que ça commence un petit peu à se développer avec les rachats de contrats, et c'est encore autre chose. Donc je sais pas si justement ça serait intéressant pour justement peut-être éviter les contrats à durée quasiment indéterminée qu'on a aujourd'hui dans les grosses équipes. On offre des contrats en or pour 10 ans à des top coureurs. Et du coup, bah, ces coureurs-là, ils sont voués à rester dans des grosses équipes. Ou est-ce que justement des équipes qui ont un peu peut-être moins gros standing, mais qui ont quand même un peu d'argent, peuvent se dire, bah, si les transferts existent, je peux quand même faire venir un grand coureur, même s'il est encore en contrat. Voilà. Après, d'un côté, ça peut permettre aux équipes les plus riches bah, de s'accaparer plus facilement les bons coureurs d'équipes un peu moins fortes qui ont des coureurs sous contrat, mais qui, voilà, qui eux sont performants. Donc voilà, je ne sais pas si aussi cette notion de transfert peut permettre de rééquilibrer les choses, ou si au contraire, ça peut augmenter les inégalités. Je ne sais pas votre avis là-dessus. C'est vrai que et les le- transferts, vas-y, vas-y, vas-y. on les voit
peu, et c'est pas comme en foot où il y a des gros transferts et mais j'ai l'impression, moi, que ça vient tout doucement et que je sais pas ce que l'UCI va préparer, mais qu'on y arrive un petit peu avec ces histoires de contrats, de rachat de contrats, de casser de contrats, le coureur qui rachète son contrat, ce genre de trucs. Donc, ouais, moi je pense que si on ouvre beaucoup plus au transfert, en fait, si tu limites pas les budgets des équipes, ça va devenir aussi un peu bah, c'est le marché, et c'est le plus riche qui va l'emporter. Après, On a vu l'affaire Van Gris, hein. oui, bah On a vu l'affaire Van Gils, si tu veux c'est quand enchaîner même sur l'affaire dramatique, Van quoi. Gils, ouais. Mm. Après, tu peux mettre un fair play financier dans ce cas-là. Si tu mets Oui, oui. t'as un des transferts, tu mets un fair play financier, une limite aussi, pareil, Mm. de montant que tu peux dépenser pour faire venir des coureurs. Et ça peut aussi Et limiter. ça peut faire du budget à des plus petites équipes qui forment Mm. des pépites, par exemple. Voilà. C'est des options, ouais. Mais pour Nico, si tu veux nous rafraîchir la mémoire sur l'affaire Van Gils. Non, je voulais juste rappeler, parce qu'on en avait parlé enfin, les collègues en avaient parlé dans une autre émission, justement, dans la période des transferts cet hiver, donc allez la consulter. Donc, on n'est pas là pour parler de ça, mais simplement, voilà, c'est pour rappeler des affaires qui existent et de plus en plus, parce que les gens savent. Non, alors moi, je voulais revenir sur la question de l'argent, parce qu'il y a un point qu'on n'avait pas soulevé, c'est justement le côté pays et fiscalité. L'idée de base, et c'est certainement l'idée que procède l'UCI, c'est que si elle veut mettre un système en place, il serait fait, et je suis très bien placé pour le savoir, puisque le siège de l'UCI est à 15 km de la maison, chez moi. Donc je le croise quasiment tous les jours. En tout cas, je le vois depuis chez moi, le siège de l'UCI. Donc, ce que prévoit l'UCI, c'est que normalement, ce soit fait en droit suisse. Et ce soit fait, que les contrats, les valeurs, après estimées et traduites, si on veut avoir un système qui est normé, soit fait en francs suisses, puisque c'est là qu'est le siège de l'autorité décidante. Donc on sait que les amendes, par exemple, je l'apprends peut-être pour quelqu'un, quand vous avez des amendes sur une course World Tour, quel que soit le pays dans lequel, vous la payez en francs suisses. Enfin, l'échelle des prix des amendes est attribuée, voilà, les commissaires de course l'attribuent et ensuite l'UCI établit l'amende pour le coureur ou l'équipe ou le staff voilà, elle l'établit en francs suisses parce que c'est la devise de l'UCI, en tout cas de l'UCI dans son fonctionnement en termes administratifs. Bien sûr que les équipes payent leurs coureurs dans leur devise nationale ou dans les devises dans lesquelles ils souhaitent être payés en salaire. Hein. Si c'est un coureur français, il est payé en euros, etc. Donc s'il y a une normalisation au niveau du World Tour, logiquement, en tout cas tant que le siège de l'UCI sera basé à Aigle, ce sera fait en droit suisse et en francs suisses. Donc là, bon, là, je suis très bien passé pour en parler, puisque c'est ma devise et c'est mon droit. Donc du coup, je suis assez bien passé pour en parler. Et ben, ça se mêlerait difficilement, justement, à une notion, vu que la monnaie, le droit suisse, est une monnaie très forte. Donc voilà, c'est pour répondre à la question de en quelle monnaie, en quel machin, etc. Si l'UCI reste dans son fonctionnement, voilà, le plafond salarial et les échelles de contrat et les limites et les choses comme ça seraient faits avec la monnaie suisse. Ça pose un énorme problème. La monnaie suisse est une monnaie qui est très très bien pour fonctionner en interne. C'est absolument pas une monnaie monde. C'est pas une monnaie qu'on peut comparer à l'euro ou au dollar, par exemple. Ce sont des monnaies naturellement très faciles à manipuler, on va dire, dans un contexte international. C'est absolument pas le cas de la monnaie suisse, qui est une monnaie de réserve, qui est une monnaie très forte, mais qui se prête très mal à une gestion d'une ligue, notamment dans le cas d'un World Tour, littéralement, pas seulement international ou européen, mais mondialisé totalement, avec des coureurs qui s'entraînent ou qui résident sur potentiellement l'entièreté de la planète. On sait que beaucoup sont à Andorre et à Monaco, mais potentiellement ils sont à l'entièreté de la planète si on a un coureur néo-zélandais, américain, colombien, suédois et slovène dans une même équipe, même si voilà, ça pose des questions très difficiles, on l'a dit, au niveau du droit et au niveau de la fiscalité. D'autant plus que si certaines équipes, je veux dire, si on prend une équipe française, on la compare à une équipe d'un pays au hasard qui viendrait au hasard Bahreïn ou UAE ou ce genre de contexte, on va pas comparer la fiscalité, hein, parce que là, la fiscalité sur le salaire, je veux dire, je peux prendre le même salaire brut à Cofidis ou chez Bahreïn, même si Cofidis, ouais, on a plus d'argent avec les nouvelles règles pour te payer, etc.
enfin, je vais quand même préférer aller à Bahreïn parce que je vais quasiment toucher l'entièreté de mon salaire, plus des prix, machin, etc. Alors qu'en France, on va quasiment me piquer la moitié de ce que je gagne. Donc, non, mais c'est con à dire, mais c'est ce qui est pas le cas dans une ligue fermée Ouais. qui est centrée sur un pays ou en tout cas sur un continent qui a un peu le même système fiscal. À la limite de la limite de la limite, si toutes les équipes professionnelles étaient obligées d'être basées en droit, imaginons le cyclisme est un sport européen, en droit européen, et donc étaient obligées d'avoir une fiscalité, un truc comme ça qui est géré au niveau européen, donc de l'euro et compagnie, à la limite ça pourrait se justifier, mais c'est absolument pas le cas. On a des équipes qui sont littéralement situées dans des paradis fiscaux. Par rapport à des équipes qui sont situées dans des régions, bah, Cofidis le Nord, Total Energy la Vendée, des choses comme ça, ou qui ont un totalement autre contexte fiscal qui est lié à des politiques de pays, etc., etc. Donc ça rend extrêmement compliqué. Il y a de toute façon une distorsion de concurrence qui est énorme à ce niveau-là. Ouais, tu fais bien de préciser ce point-là, et puis ça va nous permettre d'enchaîner vers la dernière partie de notre émission. On va un petit peu plus se poser la question, voir si le World Tour peut ou devrait devenir une ligue fermée sur un modèle par exemple américain dont on a parlé en début d'émission. Est-ce que ça devrait fonctionner comme ça? On va se plus clos? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait par exemple un système de draft ce qui nécessiterait de repenser énormément aussi le modèle et des divisions en dessous, des équipes en dessous. Mais quid d'une ligue fermée s'il y a d'autres formations qui peuvent participer aux mêmes courses? Enfin, ça pose pas mal de questions. Simon, du coup, ça, à ton tour de prendre la parole. Toi, l'idée de voir le World Tour en ligue fermée, est-ce que ça te semble envisageable et est-ce que ce serait une solution? Bah, si on regarde avec le système actuel du cyclisme, avec des montées et des descentes toutes les 3 saisons, j'ai envie de dire qu'on est déjà presque en ligue fermée, en tout cas ligue semi-fermée, Oui, oui. sachant que concrètement, il y a 20, 21, 22, 23 équipes qui peuvent prétendre à monter en World Tour, parce que la plupart des équipes du Pro Tour n'ont jamais assez de points UCI pour prétendre monter. Donc, finalement, je trouve que le système actuel est déjà intéressant parce qu'il est, on va dire, semi-ouvert ou semi-fermé, selon comment vous voulez voir le verre. Mais voilà, il y a 4-5 équipes qui ont le niveau, qui est aussi entre la première et la deuxième division. Et puis, le reste, c'est des équipes qui, de toute façon, sont déjà dans une ligue fermée, dans le sens où ça fait des dizaines, enfin, beaucoup d'années, ou pour certaines des dizaines d'années, qui évoluent en World Tour. Donc, sur le papier, cette solution, elle est intéressante, même si pour moi, finalement, on peut garder le système actuel, qui est un entre-deux entre relégation, promotion tous les ans et ligue complètement fermée à toutes les équipes. Nico, ton avis sur cette question de modèle de ligue fermée, est-ce qu'il faudrait encore plus la fermer ou la laisser comme elle est? Le cyclisme se prête très mal à ce type de ligue. Euh, et il faut rappeler aussi une chose, c'est que par rapport à d'autres sports, on a cité beaucoup de sports, la plupart des sports qu'on a cités sont des sports collectifs, Mm. où la notion de Eh oui. poids de masse salariale dans une équipe, le cyclisme, même si c'est le plus collectif des sports individuels, reste un sport individuel. Or, si on compare avec un sport qui pour le coup est totalement individuel, hein, comme le tennis par exemple, où là, c'est vraiment ben, voilà, un joueur qui règle sa carrière, etc., ben, on voit que c'est impossible de faire quelque chose de... C'est pas du tout souhaitable et possible de faire quelque chose de fermé. Donc faut pas oublier cet aspect-là dans le cyclisme. D'autant plus que, imaginons qu'on mette un système comme ça en place, avec un plafond salarial et compagnie, je rappelle quand même que malgré leur gros salaire, la plupart des stars du peloton, prenons le top 10 des coureurs du peloton, se font autant, voire plus d'argent avec le sponsoring qu'avec leur salaire. Mm. Si on prend la masse salariale, enfin, si on prend le coureur le mieux payé de la planète, je pense que ça doit être Tadej Pogacar, ou alors Wout van Aert. Mais Donc voilà, c'est Pogacar. ouais, c'est Pogacar aujourd'hui Mm. avec son nouveau contrat, qui est le coureur le mieux payé de la planète, et c'est logique, c'est le meilleur coureur du monde. Donc quelque part, la logique est respectée de ce point de vue-là. Euh, on n'a pas les chiffres, mais je suis prêt à parier qu'il doit gagner au moins autant, voire plus en sponsoring, vu comment il est demandé par les sponsors, comment c'est un ambassadeur incroyable, que en salaire, ou en prime.
Surtout que je pense qu'une bonne partie des primes, le connaissant, il doit les redistribuer à ses coéquipiers, à son staff et potentiellement à des œuvres de charité. Parce que ça lui fait une bonne pub et avec ça, il peut mieux monnayer son image sur les réseaux et donc avoir des meilleures primes au niveau de ses publicités, etc., etc. Et voilà, on n'est pas en train de dire que Pogacar est un mec super, etc. C'est peut-être le cas, mais il y a aussi toute une stratégie marketing derrière. Bref, il y a des agents, des spécialistes en communication, machin, etc. Le mec peut être, ça se trouve, ça peut être très sympa, hein, moi j'ai aucun doute là-dessus, mais faut pas être naïf non plus sur la stratégie là-dessus. Euh, Aujourd'hui, les grosses stars du basket américain, on parlait justement de sport individuel. Le basket américain, notamment voilà, tout ce qui est NBA, parce que c'est pas le basket FIBA, mais le basket NBA est le sport collectif le plus individuel, où les stars ont un poids, les joueurs majeurs, les un ou deux meilleurs joueurs de l'équipe ont une influence majeure sur les résultats et sur la capacité d'une équipe à bien fonctionner et surtout à être regardée sur les réseaux et donc à générer des revenus via la publicité, via le nombre de vues, etc. Enfin voilà, vous connaissez le système. Je ne vais pas le détailler ici. Euh, Aujourd'hui, les grandes stars du basket américain, enfin, de NBA, ils ne sont pas forcément américains, mais ils jouent aux États-Unis, ils jouent en NBA. Aujourd'hui, le salaire, et c'est des salaires monstrueux, hein, c'est des salaires de 40-50 millions par an. C'est parmi les sportifs les mieux payés au monde. Pour ces grandes stars-là, je parle du top 10 des joueurs, donc si on compare au top 10 des coureurs du World Tour, euh, pour ces top 10 joueurs-là, c'est le- la bouchée de pain à la fin de l'année. Enfin, je veux dire, faut voir ce qu'ils gagnent, ce qu'ils peuvent se faire en une année avec, parce que leur salaire, il y a les taxes, il y a le payé pour les retraites dans la truc des joueurs, il y a ce qu'ils sont pris par rapport à où ils jouent, dans quelle équipe ils jouent, où est-ce qu'ils font leur match, par rapport aux taxes, etc. Donc sur les 50 millions, si ça se trouve, à la fin de l'année, même si c'est des salaires énormes, ils en touchent réellement pour leur consommation personnelle, j'ai envie de dire, pour leur niveau de vie, ils en touchent que 14, 15, 16 millions en fonction des différents contextes fiscaux et compagnie. Et donc, du coup, où est-ce qu'ils se font de la thune pour aujourd'hui devenir milliardaires? Je rappelle que LeBron James, qui a plus de 20 ans, 22 ans aujourd'hui de saison NBA, aujourd'hui est un sportif en activité, milliardaire en actif. On a un milliardaire sur un terrain de sport. C'est pas milliardaire 20 ans après sa retraite parce qu'il a fait des bons investissements avec l'inflation et compagnie, la bourse. Le mec est milliardaire. Actuellement, il est sportif professionnel. Donc on a des milliardaires qui jouent à la baballe. Non mais c'est débile de dire ça. Et un Pogacar, s'il fait, je prends le pari, hein, si on a continué à avoir une augmentation des salaires, que Pogacar a une carrière longue et où les 10 prochaines années, jusqu'à ses 35 ans, 36 ans, il domine, je ne serais pas étonné de voir un Pogacar euh, avoir plusieurs centaines de millions 200, 300, 400, 500 millions de fortune et être toujours sur un vélo à jouer sa peau et à faire la descente du Poggio à bloc pour essayer de gagner Milan-San Remo parce que ça fait 10 fois qu'il aura fait le podium. Non, mais J'aime bien on en est là. l'image. Donc, ce que je J'aime veux bien dire, c'est que l'image. ce qu'il faut bien rappeler, et je termine par ça, on pourra peut-être parler d'autres choses. Il faut bien rappeler que pour les top sportifs actuellement dans le monde, avec l'exposition, les réseaux sociaux, les marques, ce qui représente dans le monde occidental et dans le monde général, avec la mondialisation du sport, avec les sponsors asiatiques, chinois, indiens et compagnie, et la thune qui circule à ce moment-là, et où les grandes fortunes ne savent plus quoi faire de leur thune, et donc du coup, ils essayent de valoriser leur image. On a des sportifs, je parle du top, la crème de la crème, hein, je parle des Van Der Poel, des Pogacar, je parlais des LeBron James, des Stephen Curry, dans d'autres sports, on avait dit Tom Brady et compagnie, enfin voilà, je parle vraiment de la crème de la crème. Aujourd'hui, ces sportifs-là, qui ont des salaires monstrueux, bien plus importants que ceux de leur père d'il y a quelques années, d'il y a quelques décennies, aujourd'hui, ces sportifs-là gagnent la majorité de leur argent avec du sponsoring, en prenant des parts dans des entreprises dont ils sont représentants de la marque. Hein. Des fois, ils gagnent juste ils sont payés avec des actions, des stock options et des stock options et avec, on va dire, leurs investissements dans l'immobilier en bourse. Enfin, ils font ce qu'ils veulent de leur thune. Et leur salaire, c'est leurs faux frais. Mm, Alors que mm. pour un coureur, on va dire de World Tour normal, on l'a dit, celui qui gagne 100 000 balles, voilà, un bon coureur de World Tour, un bon lieutenant qui gagne 100 000 ou 200 000 balles par an, lui, il n'a pas ce luxe-là. Et il doit mettre un maximum de côté pour sa retraite ou pour pouvoir investir dans un magasin de vélo ou dans ce qu'il a envie plus tard. Il faut bien faire la différence entre les top stars qui prennent une bonne partie du salary cap et qui, en fait, ils sont tellement payés que c'est pas la majorité de leurs revenus. Et
Et du coup, l'idée de comme ça, l'idée de draft, vous en pensez quoi? Alors le nombre de coureurs est limité, mais est-ce que ça pourrait rééquilibrer? Là, on va terminer l'émission, on va essayer d'ouvrir un petit peu sur d'autres idées pour rééquilibrer, et puis ça pourra même peut-être faire ça nous pourra peut-être nous donner des idées pour des émissions futures. Mais par exemple, faire une draft ou des coureurs, alors je sais pas vraiment si ça peut être mis en place ou comment ça pourrait être mis en place dans le cyclisme, mais de sorte à rééquilibrer un petit peu les forces en présence et éviter que, par exemple, UAE ou la Visma signent des très très gros chèques à des coureurs très très jeunes et les sécurisent pendant un paquet d'années, ce qui crée encore plus une inégalité aussi en fonction des équipes. Ouais, je peux y aller si tu veux, Adri. Vas-y, ouais. Du coup, pour du coup, bien définir le fonctionnement de la draft, pour ceux qui ne le sauraient pas, alors, je ne suis pas un expert non plus, mais en gros, les équipes qui ont connu des difficultés lors d'une saison ont, on va dire, l'occasion de se renforcer un peu avec les drafts en recrutant l'année suivante les jeunes pépites, les meilleurs espoirs, hein, de ce que j'ai compris pour la saison suivante, pour justement pas que les grosses équipes aient les meilleurs jeunes aussi. Nico, tu me confirmes, c'est à peu près ça? Oui, sachant que ça dépend des ligues hein, qui ont leur fonctionnement différent. L'avantage de mettre une draft dans un système, mais je compléterai après, mais je te laisse aller là devant, Simon. L'avantage d'une draft dans une ligue qui n'est pas fermée, dans une ligue qui est totalement fermée, comme par exemple la NBA, le problème c'est que si on est sûr d'avoir un des top choix, par exemple, si on se met il y a 2 ans, je peux sélectionner Isaac Del Toro ou Antonio Morgado en premier choix, ou Yann Christon, ou voilà, ce genre de mec de UAE. Si on a été une mauvaise équipe, on se dit mais à quoi bon ça sert d'être la troisième meilleure ou la troisième moins forte ou la quatrième moins forte alors que je peux être la pire, faire des résultats minables, faire le moins de points UCI possible pour être sûr d'avoir l'un des meilleurs, la possibilité de choisir en premier le coureur que je veux. L'avantage du cyclisme, du World Tour, c'est que comme c'est pas une ligue fermée à 100%, des équipes sont quand même obligées de faire des points pour se maintenir en World Tour. Donc déjà, là, le système de draft aurait déjà plus de sens et aurait moins besoin d'avoir l'aspect tirage au sort et hasard que aurait en NBA. Parce qu'en NBA, ils ont été obligés de mettre un système de hasard où que tu finisses avant-dernier, donc quatrième pire bilan ou pire bilan, si tu as ton choix de draft, parce que tu peux te l'échanger avec son panier, mais imaginons que tu gardes ton choix de draft, celui de ton équipe, tu as autant de pourcentage de chance, c'est genre 14,3 je crois, avec un système de loterie, de récupérer le premier choix de draft. Donc c'est pas la course au plus mauvais. Tu vas pas faire exprès de perdre des matchs parce que ça n'a plus de sens. Même si ça existe encore, parce qu'il n'y a pas il y a pas la menace de la relégation. L'avantage, et moi je suis pour le coup, l'avantage d'un système de draft, c'est qu'une équipe a aucune raison d'être mauvaise puisqu'elle va essayer de faire un maximum de points. Et imaginons une équipe Astana ou Intermarché Vantigobert qui quand même essaie de faire, qui termine dernier ou avant-dernier du classement World Tour des 18 équipes, 18 équipes et qui se donne à fond pour éviter que Tudor ou une autre équipe prenne sa place dans le World Tour. Donc fait maximum de points mais sont quand même mauvais, ça veut dire qu'ils ont quand même besoin d'avoir un coup de pouce au niveau de leur effectif. Et donc là, je trouve que ce serait assez justifié de dire, parmi toutes les jeunes pépites, vous, vu que vous êtes la moins bonne équipe du World Tour, vous êtes maintenu, ou alors vous êtes un néo-promu, vous êtes quanti-pro, vous êtes éclaté, vous avez quand même réussi à faire plus de points sur les 3 ans, etc. Vous avez la possibilité de choisir en premier quel jeune néo-pro, quel jeune cycliste de son âge, suivant des règles prédéterminées, je veux rajouter à mon équipe. Et du coup, on se retrouve avec des Isaac Del Toro, Morgado, Yann Christen ou je sais quelle autre pépite dans des autres équipes. Là, je parle des UE parce qu'on en a parlé dans une émission il n'y a pas longtemps, mais ça vaut pareil pour les super jeunes. Ils se retrouveraient dans des équipes comme Intermarché ou Cofidis. Ils feraient un peu la gueule, hein. Je te cache pas que Del Toro chez Cofidis, je vois bien là. Voilà, mais alors pour le coup, ce serait tout à fait Mais justifié parce que ouais. Après, la question, c'est quel coureur on met dans cette draft-là? Est-ce qu'on met, par exemple, les 15 meilleurs espoirs de l'année précédente?
plus peut-être les 5 meilleurs juniors qui souhaitent signer un contrat pro. Et dans ce cas-là, est-ce que si on dit qu'ils signent un minimum 4 ou 5 saisons, le temps qu'ils puissent apporter justement à leur équipe et pas qu'ils s'en aillent au bout de 1 ou 2 saisons. Et après, il y a la question aussi d'un coureur français, par exemple. Est-ce que on privilégie du coup une équipe française pour ce coureur français, un coureur de la même nationalité? Et l'autre question, c'est les équipes de développement aussi. Est-ce que un jeune d'une équipe de développement UAE, par exemple, on le met dans l'équation? Parce que bon, c'est UAE qui l'a formé, et ça serait peut-être normal qu'ils aient la priorité de son recrutement. Et dans ce cas-là, si on ne le met pas dans l'équation, ça pourrait aussi changer des choses. Il serait pas mis en jeu dans la draft, j'ai envie de dire. Mais je pense que le système de draft, il peut pas fonctionner tout seul en laissant les règles comme elles sont maintenant. Il faut aussi mettre plein Adrien, de je te choses propose un autour. système si tu veux après. Ah bah Vas-y, ouais, je finis et puis vas-y, enchaîne, je te propose un nous diras. système fantasy. Mais du coup, il faudrait, si tu limites par exemple, les salaires, si tu as un plafond, tu peux pas donner plus de temps à tes coureurs et que c'est individuel aussi. T'as drafté une pépite, tu l'as signé 3 ans parce que c'est le minimum, c'est 3 ans quand tu signes une pépite. Et ce gars-là, il progresse et puis il arrive à claquer des grosses courses et tout. Et ben en fait, si une autre grosse équipe le veut, après, bah, il doit libérer de la masse salariale, donc arriver à se débarrasser, par exemple, d'un coureur ou à pas en recruter un autre très bon pour avoir ce coureur-là qui arrive en fin de contrat. Donc en fait, c'est un petit peu... ça va avec une limite plus globale, parce que si tu mets juste une draft, mais que le coureur il fait la gueule parce qu'il est signé dans telle équipe, donc il signe qu'un an et puis il est déjà en négociation depuis 2 ans avec la Visma. Il sait très bien que l'année d'après il ira à la Visma parce que ils ont envie de mettre énormément d'argent sur ce coureur. Ça a du coup peu d'intérêt. Mais je vais m'arrêter là parce que je suis très curieux d'avoir le modèle que tu vas nous proposer, Nico. Oui, alors c'est un modèle complètement fantasy et qui est Oui, absolument mais pas là on peut. parfait, qui est perfectible, hein. Alors déjà, il y a une limite d'âge, c'est 18 ans. Deuxièmement, sont éligibles, une fois que tu as un coureur à 18 ans, sont éligibles tous les coureurs qui ne sont pas signés avec un contrat dans une équipe pro. Donc une équipe Continental Mhm. Pro ou World Tour. Voilà. Euh, donc ça c'est le premier point. Donc il ne faut pas avoir signé de contrat. Donc je suis éligible à la 3, je n'ai pas été cycliste professionnel. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas été dans une équipe de développement. Je peux avoir été dans une équipe de développement, etc. Ensuite, effectivement, il y a la question des équipes de développement. Aujourd'hui, c'est bien pour ça qu'elles les font. Aujourd'hui, on a des top équipes qui font des équipes de développement parce que ça leur permet d'avoir un réservoir, des néo-pros, etc. Et c'est hyper important pour le développement du cyclisme et des jeunes, etc. Donc ça, il faudrait évidemment le revoir parce qu'on ne peut pas leur demander faire des équipes. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est avoir des équipes de développement qui suivent un certain nombre de règles et qui permettent de courir à l'intérieur de ces équipes. En NBA, ça s'appelle les équipes de G-League, par exemple, où il y a des coureurs qui, par exemple, on le draft parce qu'on pense qu'il a un gros potentiel. Je prends un exemple tout con, Vingard. Vingard, à 18 ans, il n'aurait pas été premier choix de draft, hein, ni à 19 ans, ni à 20 ans. Mais il avait un potentiel, et d'ailleurs qui s'est largement prouvé à partir de 22, 23, 24 ans où il a explosé et on connaît l'histoire. Mais on peut très bien se dire qu'une équipe comme la Visma Is the Bike dise Vingard, nous on y croit, on veut mettre notre choix de draft, je sais pas, la Visma à l'époque ils auraient peut-être eu le 12e ou 13e choix de draft, on va mettre notre choix de draft sur ce jeune Danois. En revanche, il est absolument pas prêt pour recourir en World Tour. Je veux dire, il serait à la ramasse, etc. En revanche, il peut faire quelques courses et il peut être en équipe de développement le temps qu'il progresse, etc. Parce que pas tout le monde, et même c'est plutôt l'inverse en cyclisme, pas tout le monde est Tadej Pogacar et débarqué à 19 ans et 20 ans et fracasser tout le monde dès sa première saison ou presque. Ou pareil, encore pire pour Remco Evenepoel qui à 18 ans fracassait tout le monde dans les trucs juniors et à 19 ans gagnait des courses World Tour. Donc on peut imaginer un système où ces coureurs qui sont draftés jeunes puissent aller dans des équipes de développement
pour faire des courses avec des catégories de leur âge, hein, les moins de 23 ans, etc. Donc de laisser ça, mais qu'ils aient la possibilité de faire l'aller-retour en fonction de leur calendrier, puisque leurs droits d'utilisation appartiennent à des équipes. Ensuite, pour ce qui est des contrats, bien entendu qu'il faut un système où il y a des contrats, une échelle des contrats, et notamment au niveau de la durée et des droits. Il faut mettre une durée maximum de contrat. On ne peut pas proposer des contrats de 10 ans, etc. Donc des contrats de maximum de 4-5 ans, et aussi une durée minimale de contrat pour les rookies qui leur garantissent un environnement sain pour se développer, etc. Et puis pas qu'au bout d'une année, ils partent dans une autre équipe, ou alors qu'une équipe s'en débarrasse parce que finalement, ils n'ont pas bien drafté et compagnie. Donc d'avoir une durée de contrat minimale de 2, 3, 4 ans à déterminer pour ce qu'on appelle des rookies, pour ce qu'on appelle des débutants, des jeunes pépites. Et ensuite, il y a un âge maximum à mettre, même si moi je suis pas pour, hein, on peut très bien exploser sur le tard. L'histoire de Lawrence Stendham, si vous vous en souvenez, Ah oui. qui a commencé parce qu'il faisait il faisait des courses en amateur, et il faisait il sortait des chiffres, il faisait des niveaux d'un bon professionnel, pas d'une star, hein, pas d'un leader, mais d'un bon professionnel. Et Lawrence Stendham, je crois que c'est quoi, 26 ans, 28 ans qu'il ait signé Ouais, un je contrat sais plus. professionnel, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était après 25 ans. Donc c'était plus un jeune pépite, hein, c'était déjà un homme confirmé, un coureur confirmé. Et finalement, il s'est révélé comme coureur professionnel sur le tard, et il a pu faire une carrière de 7-8 ans professionnelle après ça. Donc je suis pas pour avoir un âge maximum. Et puis effectivement, d'avoir des choix de draft en fonction d'avoir peut-être 2 ou 3 tours. Tu vois, 18 fois 3, ça ferait une cinquantaine, un peu plus d'une cinquantaine de choix de draft, ça ferait 54 choix de draft, 50 jeunes qui arrivent dans le World Tour, donc en moyenne 3 par équipe, qui permettrait, et ça fait un dixième de l'équipe, ce qui correspond à peu près à ce qui existe en NBA, parce qu'en NBA, vous avez un choix de draft au premier tour qui a un contrat garanti, et un second choix de draft qui a un contrat pas forcément garanti et qui peut être dans les ligues de développement. Donc, entre guillemets, ça vous fait 1,5 joueurs, si on réfléchit un peu comme ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais ça fait 1,5 joueurs. Un effectif NBA, c'est 15 joueurs, donc vous renouvelez 10% de votre effectif. Si on a des équipes World Tour qui sont à 30 coureurs, si vous avez 3 choix de draft, premier tour, deuxième tour, troisième tour, ça fait que vous renouvelez également 10% de votre effectif, compensant les gens qui sont blessés ou qui partent dans une ligue inférieure, ou qui prennent leur retraite, ou qui sont voilà. Et donc ça permet de gérer comme ça son stock. Voilà à peu près les grandes lignes que je vois. Et après évidemment, il faut les aspects, faut des conventions collectives au niveau des contrats, bien entendu, pour encadrer tout ça. Ouais, ouais. Non, mais merci, c'est intéressant, effectivement. Il y a plein de choses qui pourraient, en tout cas, tenir la route dans le cyclisme actuel. Bon, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Avant de passer à la conclusion, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur sujet, bon, qui ne rouvrirait pas un nouveau débat, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces questions financières, mais peut-être une petite précision par rapport à quelque chose qu'on aurait abordé, que vous aimeriez revenir dessus. Moi, peut-être juste sur le nombre de jeunes coureurs en draft. 3, ça me paraît un peu beaucoup. 3 par an, par équipe. Ça me paraît un peu beaucoup, peut-être 1 ou 2. Bon, c'est un chiffre que je trouve qui serait plus logique, parce que sinon, au bout de 5 ans, on se retrouve avec une équipe qui a 33% Oui, mais tu des les mets en coureurs. développement. S'il y Ouais, a des ouais, coureurs ouais. qui percent pas, tu les mets en équipe de développement, et ils peuvent se mettre dans une catégorie Conti ou chez les jeunes, etc. Puis il y en a certains qui peuvent ne pas percer. C'est tout l'aspect. En NBA, ils draftent 60 joueurs par année, sans compter les quelques joueurs qui sont pas draftés mais qui font quand même carrière parce qu'ils arrivent à se créer un chemin alors que leur potentiel n'est pas bien identifié. Sur les 60 joueurs qui sont draftés en NBA, dans chaque draft, au bout de 2 ans, il y en a déjà plus qu'une trentaine qui sont encore effectivement dans la ligue, et il y en a peut-être une dizaine qui font une carrière longue. D'accord. Ok. Donc attention, tu les mets en équipe de développement, tu les mets dans des équipes comme ça, tu peux avoir des partenariats entre des équipes de niveau secondaire, Conti, et des équipes titulaires, comme c'est le cas maintenant. Simplement, ça doit être réencadré, repensé, etc. Et pas avoir, genre, si tu veux le mettre dans ton équipe de Conti, de 18-23 ans, tu le sélectionnes, machin, mais tu es obligé de passer par la draft pour l'avoir, et pas simplement lui signer un contrat ou lui promettre un Oui, contrat oui, énorme, c'est etc. ça. Faut Et puis mettre un par petit exemple, peu bah, toi, plus tu de as une règles, différence. quoi. T'as une différence, t'as un Ian Kristen, tu dis, bon, 18 ans, il a déjà le niveau pour participer, ou 19 ans, 18-19 ans, il a déjà le niveau pour participer à des courses World Tour, du coup, je l'intègre directement à mon effectif de 30,
parce que je considère qu'il a déjà le niveau et qu'il peut déjà être mis en développement dans une équipe niveau World Tour comme l'UAE. Et je peux aussi drafter un gars en, je sais pas, parce que Yann Kristen, il aurait été un, deux ou troisième choix de draft, mais je peux très bien le mettre dans une équipe, voilà, être un troisième choix de draft et dire le gamin, je sais pas, il a un bon potentiel, mais comme on l'a dit, Vingard, c'est un exemple un peu extrême, mais comme d'autres coureurs moins connus, en disant bah, ça peut devenir un bon coureur dans 4-5 ans, mais actuellement il est absolument pas prêt. Ben, par contre, je l'ai signé, j'ai ses droits, donc j'ai son contrat, mais par contre, je vais le mettre dans mon équipe de développement. Par contre, ça impliquerait que toutes les équipes World Tour ont un partenariat ou en interne une équipe de développement. Et ça, c'est un truc à repenser également au niveau de l'UCI. Mais simplement pour vous montrer un peu l'idée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 54, si on prend 18 x 3, il n'y a pas 54 nouveaux jeunes coureurs qui vont débarquer dans des équipes de niveau World Tour. Ça va dépendre de l'évaluation des équipes. Et il y a certains qui vont dire, ben, j'en prends que un, j'en prends que deux, ou alors je les mets les trois en développement parce que ben, pour l'instant, je ne suis pas convaincu par le résultat. Mais au cours de l'année ou au cours de la saison suivante, s'il y en a un qui se développe bien, je me dis, ah, j'ai drafté l'année passée, j'ai drafté en 2024, mais il a fait une très bonne saison dans les courses de jeunes, genre Baby Giro ou Tour de l'Avenir, ou alors dans les courses de niveau continental, régional. Il a fait des bons résultats, il a bien progressé à l'entraînement et tout. Ben, cette année, je vais l'intégrer à mon effectif de 30 parce que j'ai ses contrats et je vais lui faire un contrat World Tour garanti où là, voilà, il va être. Et on peut très bien imaginer aussi un système où les premiers choix de chaque équipe ont un contrat garanti World Tour. Donc ça fait au moins un jeune, vous êtes obligé d'avoir un jeune qui est dans vos effectifs de 30 ou 32 ou 28, ou voilà, on verra où on met la limite. Mais par contre, le deuxième et le troisième tour, ils n'ont pas de contrat garanti. Donc ils doivent gagner leur place en allant dans des équipes de Conti Pro ou en étant prêtés à d'autres structures avec lesquelles les équipes ont des partenariats, etc. Donc voilà. Ouais, mais Bah, Nico l'UCI. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, moi, j'habite déjà En dans la plus, région. en plus, t'es à côté, donc tu peux même leur déposer en main propre Je peux aller rentrer en boulot. le dossier, et puis voilà. Non, mais boulot, les gars. en tout cas, c'est top parce que ça donne plein d'idées et des pistes de réflexion à d'éventuelles évolutions du cyclisme. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait envie de faire cette émission aujourd'hui. Du coup, je sais pas, Nico, si toi t'avais quelque chose à rajouter sur autre chose, parce que Simon a pu nous parler du point qui vient d'être souligné. Non, moi je pense que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup embêté les gens aujourd'hui. Passionné les gens, tu veux dire. Ah oui, tu nous embêtes pas du tout. Non, mais je dis juste, voilà, donc j'ai beaucoup parlé, j'ai pas grand chose à rajouter, les points que je voulais ajouter, je les ai mis, je suis très content de parler de ce genre de sujet, vous avez vu, moi ça me passionne et ça m'intéresse parce que, notamment sur cette partie de la fin, moi j'ai vraiment à cœur le bon développement des jeunes sportifs. On sait à quel point c'est important pour la dynamique d'une population et surtout la dynamique d'un sport à long terme et d'un pays ou d'une fédération d'avoir des moyens de bien développer les jeunes. Le cyclisme, malheureusement, n'a plus les équipes nationales. Moi, j'aurais kiffé voir l'équipe nationale entière sur une saison d'équipe de France en 2019 avec Bardet, Alaphilippe ou Pinot dans la même équipe. Moi, ça m'aurait fait kiffer sur un Tour de France, par exemple, ou un truc comme ça. Ça n'existe plus depuis de nombreuses décennies maintenant, donc les systèmes ont évolué, il faut faire avec. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai que de l'encadrer dans un système plus égalitaire et en essayant de mieux répartir les chances et en mettant en avant la cellule de développement des équipes, parce que, et je terminerai par ça, on peut très bien imaginer, là on s'amusait à faire un système de draft, fantasy et compagnie, voilà, il faut imaginer que si vous en faites rien de ces jeunes, ben vous n'allez pas progresser. Et donc moi ce serait intéressant de voir ça. Pourquoi est-ce que on parle des jeunes du AE, les jeunes du AE, les jeunes du AE, ou alors les jeunes de je sais pas, de Lidl Trek ou d'autres équipes qui ont des très très bons centres de formation, ou en tout cas en interne qui font très bien progresser leurs jeunes, Visma aussi, c'est parce que ils ont un excellent centre de formation. Ils travaillent très bien pour faire progresser les jeunes. Je suis pas sûr que Vingard, dans un autre contexte, malgré tout le talent qu'il a, s'il n'avait pas été pouponné ou je ne sais pas autre, on peut imaginer toutes les théories possibles, y compris les plus scabreuses, à l'intérieur de la structure Visma, il aurait explosé comme ça, parce qu'il n'aurait peut-être pas eu sa chance, il n'aurait peut-être pas eu les mêmes programmes d'entraînement, il n'aurait même pas travaillé avec les mêmes spécialistes, etc. Il n'aurait pas fait péter son potentiel. Parce que, comme je répète au niveau des jeunes, c'est très important de terminer par ça. Tout le monde n'est pas... Enfin, je veux dire, les Remco et Tadej sont des exceptions. Les autres jeunes, ou alors même des Yann Kristen et compagnie, c'est pas des produits finis. Ce sont des exceptions. Ce sont des ultra talentueux, mais ça représente moins de 5%
des jeunes talents professionnels. Les autres ont besoin d'être bien encadrés, de progresser, d'être dans une bonne structure, d'avoir une sécurité aussi, un bon encadrement stable qui leur permet de développer leur potentiel et de devenir des futurs champions à 22, 23, 24, 25 ans, voire plus tard pour ceux qui explosent sur le tard, comme les Roglic ou les Laurens Stendam, dans les cas les extrêmes, mais de l'autre côté, donc de l'extrême opposé à Pogacar et Remco par exemple. Et moi, je pense que mettre l'équilibre dans une équipe, ça permet d'avoir, c'est important de mettre en avant ces cellules de développement du sport cycliste. Eh ben écoute, je trouve que ça fait une bonne ouverture pour faire une émission sur la jeunesse et l'avenir du cyclisme mondial. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à donner aussi votre avis sur la question. Il y a peut-être des pistes qu'on n'a pas explorées, des idées auxquelles on n'a pas pensé. Donc n'hésitez pas à partager vos idées et puis bien sûr à commenter aussi pour donner votre avis. Lâchez un petit like, ça nous soutient, ça nous fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui apprécie notre travail. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait très plaisir, ça nous encourage à continuer à produire pas mal d'émissions. On a un très bon rythme grâce à la super équipe de Radio Fringale depuis ce début de saison. Donc ça fait vraiment plaisir en tout cas de pouvoir vous parler de cyclisme, mais aussi d'en parler un petit peu différemment que de parler juste des courses, même si elles sont bien sûr passionnantes. Merci beaucoup Nico, merci beaucoup Simon pour votre participation à l'émission aujourd'hui. C'était une fois de plus très intéressant et plein de choses à explorer, et ça donne aussi des idées, ça apporte pas mal de réflexions sur les courses de vélo qu'on aime tant regarder. Donc merci encore, et bien évidemment s'il y a une limitation des budgets, il ne faut pas réduire le budget alimentation, donc pensez à vous alimenter car la fringale guette. Allez, à bientôt tout le monde, ciao ciao, merci. Merci Adrien, merci à tous.